Salut, belle communauté Facebook. Bon jeudi. Euh, comment vous allez, les amis? Moi, j'ai de la brûle dans le toupette pour faire changement. Mais tout va très, très bien. J'ai fait plein d'affaires encore. Une autre journée super productive aujourd'hui. J'ai booké mon billet d'avion. J'ai booké l'appartement où je vais rester à Puerto Vallarta le premier mois. J'ai mon storage, j'ai vendu des trucs. Me semble qu'il manque 6000 affaires. Anyway, ça ressemble à ça. Mais je vous parle pas de ça aujourd'hui. J'avais envie j'ai un peu l'alimentation dans ma soupe cette semaine parce que c'est à l'ordre du jour pour le contenu que je crée, mais aussi surtout parce que je suis en train de finaliser mon programme alimentation, nutrition sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. C'est ça, il est sur le point d'être terminé. Je vais le mettre en ligne bientôt. Puis j'ai vraiment hâte. Mais donc, tout ça pour dire que je baigne dans l'univers de la nutrition intégrative en ce moment. Puis c'est tellement fascinant. C'est comme si dans les derniers mois, je m'étais écartée de ce qu'il y a à l'intérieur de notre assiette. Puis j'étais sortie un petit peu du contenu de notre assiette pour aller explorer autour. Parce qu'en fait, la santé intégrative, c'est de la façon qu'on l'enseigne à The Institute of Integrative Nutrition, où j'ai étudié. Il y a de primary food, puis il y a secondary food. Le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur de notre assiette rentre dans la catégorie du secondary food, imaginez-vous donc. Et primary food, c'est tout ce qui est autour. Fait qu'on a l'exercice, on a le sommeil, on a les relations, la création, la carrière, l'environnement, plein d'autres affaires. En fait, c'est l'approche de la santé fonctionnelle ou la santé intégrative, c'est très semblable, ça vient de la même planète. C'est que il y a trois choses en fait. Numéro un, c'est que ça considère la bio-individualité de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire l'unicité de la personne. Fait qu'on va pas y garrocher une recette qu'on pense qui fonctionne sur tout le monde, tu sais, qui est une approche sur laquelle on a surfé pendant plusieurs décennies, n'est-ce pas? Maintenant, on réalise à quel point on est vraiment tous différents et donc on a tous des besoins différents. Fait que la bio-individualité, c'est ça. C'est de considérer l'âge de la personne, le sexe de la personne. Ben oui, imaginez-vous donc que si on est une femme ou un homme, on a des besoins physiques qui sont différents. Parce qu'on est conçu de façon différente. Coudonc, oui, j'ai des poils de Tom partout. Une autre affaire très rare dans ma vie. Non. Ensuite, la condition de santé de la personne, condition physique de la personne, c'est quoi son historique de santé, elle en est où aujourd'hui dans sa vie, est-ce qu'elle a des besoins particuliers, tout ça. Puis, en termes de nutrition, les intolérances aussi, parce qu'on peut avoir, selon qui on est, selon si on est aussi potentiellement en état d'inflammation dans notre système digestif, il y a des chances qu'on réagisse pas très bien à certains aliments. Fait que donc, bref, il y a plein de choses qui font qu'on est unique. Et donc, on a des besoins uniques. Fait que la bio-individualité, c'est ça. La première chose, ça c'est de la santé intégrative, c'est la bio-individualité. La deuxième chose, c'est de toujours considérer la source du problème, la cause du problème. Une autre chose sur laquelle on a surfé depuis vraiment très longtemps dans l'univers de la santé, c'est de guérir, de faire disparaître le symptôme, de seulement se concentrer sur le symptôme. De là, la raison pour laquelle notre système de santé est fait tel qu'il est aujourd'hui, qui est que, ah oui, ok, t'as mal à la gorge, t'as une pilule pour enlever ton mal de gorge, t'as mal au genou, t'as une attelle ou un autre anti-inflammatoire pour enlever la douleur. Tu sais, on se concentre on s'intéresse seulement aux symptômes. Puis là, tu sais, j'ai pas envie de rentrer dans le pourquoi, ok, on est comme ça.
Je vais juste dire 2 mots. Bio, pharma. Quand même. Mettons que ça joue, ça pèse lourd dans la balance de la raison pour laquelle notre système de santé ressemble à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Mais donc, la médecine fonctionnelle et la santé intégrative considèrent la source du problème. On n'est pas dans le anesthésier le bobo, mettre un band-aid par-dessus, puis attendre que ça passe. On est dans régler le problème à sa source, à sa racine. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça c'est arrivé là? Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer, pour revenir en arrière, puis s'attaquer à la racine du problème. Fait que ça, c'est la deuxième chose. Puis ensuite, la troisième chose de la santé intégrative, c'est de considérer tous les piliers, comme je disais tantôt. Fait que primary food, secondary food. Primary food, ça veut dire... tu sais, là, bon, si vous me suivez, vous savez que j'ai créé une approche de remise sur pied ou une approche de santé holistique qui s'appelle la méthode octogonale. Pourquoi octogonale? Parce qu'elle est assise sur 8 piliers. Les 8 piliers, oui, il y a l'alimentation, mais c'en est un. C'est un des piliers. Les 7 autres piliers, c'est la détoxication, le mindset, donc ce qui se passe dans notre cerveau, l'amour, comme dans l'amour propre, le sommeil, l'exercice, la spiritualité, la joie. Je pense que je les ai tous dit. Fait que donc, c'est ça. Fait en fait, la santé intégrative, c'est vraiment sortir de là, c'est considérer plein de choses autres que l'alimentation, mais et plein de choses qu'on considère tout simplement pas dans la santé, dans le système de santé qu'on a créé. Fait que donc, ça, c'est ça. Fait que ça, c'est la nutrition intégrative, puis c'est un petit peu, ben, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup, très assis là-dessus. Salut! Allô, allô, allô! Le programme que je suis en train de créer en ce moment, qui va être diffusé bientôt. Donc, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Je pense pas que j'en ai vraiment parlé tant que ça. Quoique, tu sais, je suis quand même rendue à mon 215e live ou 14e live, je sais plus. Ça se pourrait qu'il y en ait 2-3 qui m'échappent. Je me rappelle plus trop de quoi je vous ai parlé. Mais mon Dieu, tu m'envoies donc bien des cœurs. My God, merci pour tous ces cœurs. Ouais, donc aujourd'hui, ça fait longtemps aussi que je suis dans la santé mentale. Ça fait une couple de live, voire semaines, que je parle du cœur, je parle de l'âme, je parle des peurs, je parle de l'anxiété, je parle des croyances limitantes, etc. Ce qui est vraiment très, très, très important. Ça fait partie de la méthode octogonale aussi. Mais là, j'ai envie de parler de nutrition. Alors, me voici. Je rentrerai pas dans les détails parce que, je veux dire, c'est des heures et des heures et des heures de formation. Il y a une quantité d'informations infinies. Tu sais, bon, le programme que j'ai, qui va être en ligne bientôt, c'est 8 jours avec beaucoup de documentation, des documents de référence en parallèle pour t'aider à assimiler vraiment un maximum d'informations. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça. Aujourd'hui, je fais vraiment un survol. Mais tu sais, j'ai envie, en fait, qu'on se pose des questions. J'ai envie qu'on réfléchisse, qu'on se rappelle, parce que je sais qu'on le sait quelque part en nous, à quel point l'alimentation, c'est fondamental. Afid, ben non, je fais pas de co-live. Tu viens de me demander de joindre mon live, hein, mais ouais, je fais pas de co-live. Ben, en fait, oui, j'en fais quand c'est préparé à l'avance, puis j'ai invité quelqu'un, mais pas comme ça, spontané. Peut-être un jour. Alors, ouais, c'est ça. Imaginez-vous donc qu'il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis qui demandait aux gens, est-ce que vous pensez à l'impact quand vous mangez, quand vous pensez à votre alimentation ou à votre façon de vous nourrir, est-ce que vous pensez à l'impact de vos choix sur votre santé à long terme? Ben, plus de 75% des gens ont répondu non. C'est quand même assez incroyable. C'est notre carburant ultime. Je veux dire, tu sais, 1 + 1 = 2, là, on a juste à s'arrêter et à réfléchir. Un corps, qu'est-ce qu'il y a de besoin? Il y a besoin d'oxygène. Il y a besoin de nourriture. Il y a besoin d'eau. Fait qu'on on met toute notre attention sur l'extérieur. C'est quand même assez fou. Là, tu sais, en ce moment, là, je généralise. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui pensent à l'alimentation puis qui font attention à ce qu'ils mangent puis tout ça, tu sais. Mais
Mais je sais qu'il y en a aussi une grosse gang qui over-sous-estime l'importance de bien se nourrir. On pense que ça nous arrivera jamais. Bon, c'est pas une autre poutine qui va faire une différence. Bon, c'est pas un autre verre de vin qui va faire une différence. Bon, c'est pas un autre plat de pâtes qui va faire une différence. Bon, c'est pas encore du beurre puis du nanana qui va faire une différence. Ben oui, c'est toutes ces petites affaires-là, c'est pas une fois, mais c'est toutes ces petites affaires-là au quotidien qui finissent par certainement faire une différence. Puis même, je veux dire, c'est que ça a un impact sur des maladies qu'on soupçonne pas parce que notre système de santé nous le dit pas, parce que nos médecins sont pas formés vraiment avec l'alimentation. Tu sais, donc ils nous en parlent pas. Ils nous parlent pas du fait que il y a de plus en plus d'études qui découvrent que des maladies, il y a une trolley de maladies auto-immunes qui auraient comme origine l'alimentation, qui aurait été soit créée, ok, tout est multifactoriel, tu sais, fait que je pèse mes mots, là, je fais vraiment attention pour... Oh, excusez. Et surtout parce que ben, malheureusement, c'est pas prouvé. L'alimentation, on n'investit pas d'argent. On n'investit pas d'argent dans la prévention, en fait. Encore une fois, 2 mots, biopharma. On met de l'argent où ça nous rapporte. C'est comme ça que ça fonctionne, notre société, malheureusement. Mais donc, on n'investit pas d'argent dans les recherches dans les études au niveau de l'alimentation parce que ça rapporte pas vraiment. Donc, il y en a, mais il y en a pas assez, puis c'est ça, il y en a pas assez pour que ça soit intégré dans les formations du Collège des médecins, puis que les médecins se mettent à nous en parler, puis à vraiment, tu sais, je sais pas, nous donner des prescriptions pour mieux manger, ou à la limite des prescriptions pour des bons suppléments, des minéraux, des vitamines, des probiotiques, tu sais, on n'en est pas là. J'ose espérer qu'un jour, oui, mais pour le moment, on n'en est vraiment pas là. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même assez... Je trouve ça dommage que d'emblée, on investisse de l'argent dans tellement de choses. On investit à l'extérieur de nous, on investit dans... on choisit des briques robustes de bonne qualité pour construire nos maisons. On choisit même, à la limite, de mettre du super sans-plomb dans notre voiture. On achète des lunettes chères, on s'habille bien, on va investir des sommes exorbitantes dans nos dents, dans la santé de nos dents, ce qui est correct, tu sais, mais bon. On va investir de l'argent pour se rajeunir, / chirurgie plastique ou bien traitement anti-âge, peu importe c'est quoi. On va se teindre les cheveux, mais est-ce que, tu sais, réfléchissez à ça, je vous invite à réfléchir à ça. Dans la balance de votre vie, là, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Ces affaires-là que je viens de nommer, tout ce qui tombe dans la catégorie de notre aspect physique et de la prévention. Est-ce qu'on investit autant d'énergie et de temps et d'argent dans notre bien-être intérieur, dans la prévention de la maladie, puis dans l'esprit d'un désir de bien vieillir? Je serais curieuse de vous entendre là-dessus. J'aimerais ça. Mais en bref, je vous invite à réfléchir à la question, puis je vais être vraiment très heureuse si vous répondez que non, la prévention, c'est super important pour moi. Ben mon Dieu, tant mieux. Mais la raison pour laquelle je choisis ce sujet-là, c'est parce que je suis malheureusement consciente du fait qu'il y en a une grosse gang qui le font pas, qui sont pas assez éduqués, en fait, qui le savent pas. On le sait pas, on n'apprend pas tant ça. Tu sais, c'est comme il faut courir après l'information, ça nous saute pas dessus en lien avec la nutrition et la prévention. Fait que tu sais, qu'est-ce que vous savez sur qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous êtes en mesure de me dire ça ressemble à quoi l'assiette parfaite? C'est quoi le contenu d'une assiette parfaite en 2022? Là, vous allez me dire, ben, je vais aller consulter le guide alimentaire canadien, je vais m'y référer, puis je vais te revenir. OK. Il est pas si pire. 2022, je dois dire que quand même, il est plus, le plus récent, là. Je sais même pas si c'est le 2022, en fait, je pense. C'est le 2020. Oui, j'imagine que c'est le 2022. Il est quand même, il a évolué, tu sais. Bon, il y a plein d'affaires, tu sais, je l'ai lu, là, il y a pas très longtemps, puis il y a plein d'affaires qui ont vraiment évolué versus les précédents, puis je suis super contente de ça. Mais donc, bref, ça ressemble à... Je vais vous y revenir. Je vais vous dire c'est quoi l'assiette parfaite selon la santé intégrative. Mais tu sais, je vous lance ça comme ça. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire ça ressemble à quoi une assiette parfaite?
Si je vous parle de produits laitiers, ça résonne comment dans votre tête? Ça veut dire, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon les produits laitiers? Est-ce que vous le savez? Le sucre, vous en faites quoi? OK, le sucre, probablement, vous allez me dire, c'est pas bon. Ouais, mais encore. C'est quoi qui est des sucres? Quel type de sucre? De quelle façon c'est pas bon? Est-ce que je peux en manger? Est-ce que je peux pas en manger? Qu'est-ce que ça fait à mon corps? Est-ce que vous le savez? Les lipides, c'est quoi des lipides? Y en a-t-il des bons? Y en a-t-il des pas bons? Est-ce qu'il y en a dans ça, dans ça, dans ça? Est-ce que j'en mange? Est-ce que je dois en manger? Tu sais, il y a mille et une questions. La nourriture transformée, est-ce que vous considérez la nourriture transformée dans votre vie? Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous savez c'est quoi exactement de la nourriture transformée? Est-ce que vous connaissez l'impact à long terme de la nourriture transformée sur votre santé? Est-ce que vous lisez les étiquettes Colin de Bin sur ce que vous achetez? Est-ce que vous avez ce réflexe-là? Si vous me dites oui, je vous applaudis parce que la majorité de mes clients, si c'est pas 100% de mes clients, je les entraîne, ils arrivent à moi, puis ils lisent pas les étiquettes. Puis ils finissent leur programme et laisse-moi te dire qu'ils lisent les étiquettes. Après avoir fait un programme avec moi, c'est sûr et certain. Fait que tu sais, c'est pas, puis c'est des gens, c'est du monde intelligent, là, c'est du monde qui clairement font attention à eux ou considèrent la prévention dans leur vie parce qu'ils ont cogné à ma porte. Mais lire les étiquettes n'était pas un réflexe. Puis même si c'était un réflexe, est-ce qu'ils ont assez d'informations pour être capables de faire le ménage dans les étiquettes, de voir, ah, OK, ça, ah oui, ça c'est bon, ah, oh non, ça c'est pas bon, ah oui, ça c'est bon, tu sais. Est-ce que c'est du chinois pour eux, les étiquettes ou pas? Sont-ils capables de comprendre? Fait que bref, il y a ça comme question aussi. Est-ce que vous êtes au courant des maladies qui ont l'origine, que l'alimentation... je vais reformuler ma phrase, si ça vous dérange pas. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça peut faire de mal manger? Elle n'est pas très mieux, ma phrase. Elle n'est pas bien mieux, elle n'est pas très mieux. Eh boy, Émilie. Je suis pas du tout fatiguée. Il y a beaucoup de maladies qu'on croit qui sont génétiques. Je vous dis pas que les maladies ne sont pas génétiques. Il y a un pourcentage. La génétique est responsable d'un certain pourcentage dans certaines maladies, comme dans le cancer, mais pas toutes les maladies. Et le pourcentage est petit quand même. T'sais, juste vous rappeler, je pense que j'en ai déjà parlé, mais le cancer, là, les cancers, la grande famille des cancers, 5% seulement sont génétiques, ont une origine génétique. Cancer du sein, c'est un petit peu plus, c'est 20%, si je me trompe pas. Je pense qu'on est autour de ça. Mais sinon, tous les autres cancers, c'est 5%. C'est pas beaucoup. C'est quoi le 95%? C'est quoi l'origine de l'autre 95%? Bien, il y a bien des affaires, c'est multifactoriel. Mais une de ces affaires-là, des autres affaires, c'est l'alimentation. Puis l'alimentation, elle n'a pas seulement un impact sur les maladies chroniques comme le cancer, elle a un impact sur plein de choses, maladies mentales. Alzheimer, imaginez-vous donc, schizophrénie, autisme. Je vous fais la face de la fille qui était vraiment super étonnée quand elle a appris ça il y a quelques années. Quand j'ai commencé à étudier ce sujet-là, j'étais comme... Je suis tombée de ma chaise. Ben voyons donc, autisme, voyons donc, toi, Alzheimer. Moi, dans ma tête, Alzheimer, c'est génétique, là. 100% génétique. Puis là, je vous dis pas que la génétique joue pas un rôle, mais l'alimentation aussi. Puis comment ça, donc, on n'en entend pas parler? Tu sais, les maladies auto-immunes comme... ça va bien, Émilie? J'ai un blanc de mémoire. Les maladies auto-immunes comme, ben là, c'est parce que j'ai juste cœliaque qui me saute, mais ça, c'est un petit peu évident, là. Mais en fait, c'est ça. Fait que cœliaque, on n'est pas né avec ça, ça nous a pas tombé sur la tête, la maladie de cœliaque. On l'a bâti. OK, fait que je vais vous expliquer, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, les maladies auto-immunes. Ce qui se passe, c'est que quand on s'est nourri pas très, très bien, mais qu'on a accumulé d'autres choses. Là. Ça peut être le stress peut avoir joué un rôle là-dedans. Nos choix de vie, l'environnement aussi. Il y a quelques facteurs autres que l'alimentation, mais l'alimentation, surtout, OK, quand on s'est mal nourri, on peut
on peut s'emmener en état de leaky gut. Leaky gut, ça veut dire perméabilité des intestins. Parce que les intestins, OK, la paroi des intestins, c'est des cellules qui sont vraiment comme super étanches, OK, qui sont collées. Tu sais, il y en a plein comme ça, touc, 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 qui viennent comme faire que l'intestin il est imperméable. Donc, il n'y a rien qui passe à travers. Quand on arrive en état de perméabilité des intestins, en anglais leaky gut, ça veut dire que les cellules, ils se sont détachées un petit peu. Ils sont plus étanches, ils sont rendus perméables et non imperméables. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les toxines ou les déchets organiques qui sont créés, qui sont accumulés dans le côlon, qui sont censés être évacués, n'est-ce pas? Ben là, ils vont s'échapper par les petites craques entre les cellules, puis ils vont aller se promener dans notre organisme, là où elles sont pas censées être du tout. C'est ça, une maladie auto-immune. C'est quand il y a ces petites affaires-là qui se promènent librement dans notre organisme et que là, nos anticorps vont s'y attaquer. Fait qu'on s'auto-attaque, en fait. Auto-immune, c'est que notre organisme s'auto-attaque parce qu'il se sent envahi par des intrus / nos propres toxines, nos propres déchets organiques qu'on a créés dans notre corps et qui se sont libérés librement plutôt que de sortir naturellement par l'endroit où ils sont censés sortir habituellement. Fait que maladie auto-immune, ben c'est ça, sclérose en plaques, c'en est une. Boy, voyons, Émilie, qu'est-ce que j'ai? Mon cerveau, il est un petit peu... je pense qu'il faudrait qu'il soit bien nourri ce soir, mon cerveau. C'est pas juste le corps. Le cerveau aussi a besoin d'une bonne alimentation équilibrée, variée et remplie de minéraux, de vitamines, de macros, de micros, de tout ça. Fait que, tu sais, les autres maladies, OK, je vais vous les nommer, maladies classiques qui sont des conséquences directes à la malbouffe, à une mauvaise alimentation. Il y a le foie gras. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du foie gras, vous? C'est fatty liver, en anglais, foie gras, ça sonne un petit peu weird, j'aime pas ça utiliser ce terme-là. En fait, le vrai terme, je pense que c'est stéatose hépatique, non-alcoolique fatty liver disease. Ça veut dire que c'est pas un foie gras à origine d'alcool. Je vous l'ai dit, je suis fatiguée aujourd'hui, mes mots, ils sortent tout croche. Je sais que vous me comprenez. Fait que c'est vraiment en lien avec la malbouffe. Ce qui se passe, c'est que le foie, il va créer des pochettes de gras comme. Puis t'es pas obligé d'être un obèse pour avoir une stéatose hépatique. Tu peux être mince et avoir ça. Ben oui. Ensuite, résistance à l'insuline, syndrome métabolique, tout ça, ça rentre pas mal dans la même famille. La résistance à l'insuline fait partie du syndrome métabolique. Syndrome métabolique, il y a d'autres choses, des maladies cardiovasculaires. C'est la maladie la plus à la mode, dans le sens où la plus répandue. À la mode, non, parce qu'on n'en entend pas parler, on ne sait pas c'est quoi. Il n'y a personne qui nous parle de ça. Mais c'est une réalité, puis il y a un pourcentage alarmant d'hommes et de femmes, mais surtout de femmes après un certain âge, qui ont ça sans le savoir. On les évalue pas, on fait pas de tests pour savoir, elles arrivent chez le médecin puis elles disent « Ouh, j'étais à la limite du diabète de type 1, j'ai un surplus de gras au niveau de l'abdomen, je dors mal, je fais de l'anxiété, je me sens ballonnée, je suis extrêmement fatiguée, à la limite je fais des migraines. » Il y en a plusieurs symptômes, là. Puis le médecin, jamais il va lever le drapeau puis il va faire ça sonne syndrome métabolique, ça. On va faire des tests. Non. Fait qu'on va faire, ben oui, mais t'as l'âge que t'as. Fais de l'exercice. Prends une pilule pour dormir. C'est triste de même. T'as une maladie de peau, tu fais de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, t'arrives chez le médecin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on évalue la santé de ton côlon? Est-ce qu'on regarde si t'es pas en état d'inflammation dans tes intestins? Non, on te prescrit de la cortisone. Fort probablement. Il y a des grandes chances qu'on te donne un petit papier avec une petite crème qu'il faut que tu ailles chercher à la pharmacie et que tu mets sur ta peau jusqu'à temps que la maladie en question soit plus là. L'origine, on s'en fout. Mais tu sais quoi?
Maladie de peau, donc je veux pas dire de pourcentage, je passe un poil de vous sortir un pourcentage, puis je me dompte à pas sortir de pourcentage, mais la plus grande partie des maladies de peau partent d'une inflammation au niveau des intestins, partent d'une maladie ou d'un problème intestinal. Puis les maladies, l'inflammation, les problèmes intestinaux viennent de où? La malbouffe, l'alimentation. Tu sais, le plus gros problème en Amérique du Nord, c'est l'obésité. Aux États-Unis, plus qu'au Canada, tu me diras, mais au Canada, quand même, il y en a énormément. Diabète, c'est pas, ça ne tombe pas sur la tête, là, pour aucune raison. Tu sais, il y a peut-être un petit pourcentage de génétique, oui, mais ça ne tombe pas sur la tête. On a contribué. Comment ça qu'on se déresponsabilise autant? Comment ça, donc, on remet tout entre les mains de la chance, la malchance, la génétique, l'alignement, c'est comme ça. J'y peux rien, c'est de même. Tu sais, nos médecins, ils contribuent à ça, bien sûr. C'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. C'est pas parce qu'ils veulent enrichir les millionnaires biopharma, puis parce qu'ils veulent notre mal. C'est parce que c'est ça leur formation. C'est ça qu'ils apprennent. Puis ils font plein de choses de très, très bien, là, nos médecins. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a ça. L'alimentation, quand même, malheureusement, est plutôt... elle est pas là. Elle fait pas partie de leurs enseignements du tout. Ensuite, ben c'est ça, comme je disais tantôt, Alzheimer, est-ce que tu savais que ça a une origine d'alimentation? L'autisme, est-ce que tu le savais? L'épilepsie. L'épilepsie, là, c'est tellement intéressant. Si vous regardez, si vous faites des recherches, bon, surtout aux États-Unis, on est toujours un petit peu plus avancé aux États-Unis là, par rapport aux découvertes en lien avec toutes les approches de santé intégrative, de médecine fonctionnelle, mais juste de la nutrition là, en général. Donc, si vous faites des recherches puis vous regardez épilepsie, alimentation, mettons, là, vous allez voir une tonne d'études empiriques et études, même certaines études cliniques, je ne vais pas parler à travers mon chapeau, mais je pense, qui démontrent qu'ils ont guéri l'épilepsie chez plusieurs patients juste en changeant leur alimentation, en fait, en tassant les aliments inflammatoires de leur diète. Juste ça, ou mettons le gluten, en tassant le gluten, ou en tassant les produits laitiers, ou en mangeant plus cru, en mangeant plus whole, de la nourriture non transformée. Whole food, ça veut dire de la nourriture qui n'est pas transformée. Donc, ça veut dire que c'est les aliments qui sont plus sur le côté de l'épicerie et non dans le centre de l'épicerie. Et en se nettoyant, en se détoxifiant, en essayant de se protéger le plus possible des toxines environnementales, de tout ce qui est, de tout ce qui est transformé, tout ce qui est chimique, tout ce qui est additif. C'est ça la nourriture, c'est ça la nourriture inflammatoire en fait. Fait en gros, qu'est-ce qu'on évite? OK? Là, ça va être ça mon cadeau de la journée, puis je vais terminer avec l'assiette parfaite selon la santé intégrative. À éviter, vous le savez, sucre raffiné. Ça, c'est... Et en fait, tout ce qui est blanc, dans la santé intégrative, dans la nutrition intégrative, on parle de tout ce qui est blanc. Fait non, c'est même pas juste dans la santé intégrative, je pense que bref. Le sucre, la farine, la cocaïne. Puis il me semble qu'il me manque quelque chose. Je me rappelle plus. En tout cas, le sucre raffiné, c'est le sucre blanc. Mais le sucre, de façon générale, fait que là, le sucre, là, de façon générale, ça veut dire que tout ce qui finit en OSE, fait que c'est autant les sucres d'alcool comme les sucres qui sont mis de l'avant par des diètes comme cétogène, par exemple, cétogène ou paléo. Non, non, paléo, je pense pas. Keto, en tout cas, ça, c'est sûr. Fait que tous les sucres qui finissent par OSE, mais aussi le fructose, le sucre dans les fruits et dans le miel, c'est du fructose. Fait que les fruits, c'est bon parce que c'est rempli de fibres, de minéraux, de vitamines, de phytonutriments. C'est merveilleux des fruits. Mais ça contient du fructose. Donc, ça veut dire quoi ça? Avec parcimonie. Parcimonie, ça veut dire c'est un petit peu trop petit. Je dirais en étant conscient. Fait que, tu sais, pas de façon démesurée. Faire attention à sa consommation de fruits. Moi, je dis toujours, on se limite à 2 fruits par jour. C'est ce qu'on a appris, puis c'est ce que je fais, puis c'est ce que je conseille fortement à mes clients. Ensuite, tout ce qui est la nourriture en canne. Là, on commence à rentrer dans la nourriture transformée. La nourriture en canne, OK, ce qui se passe, c'est,
il y a surtout le lining intérieur. Le lining, c'est ce qui recouvre l'intérieur de la canne de conserve en question. C'est du BPA, c'est un type de plastique. Le BPA, c'est du xénoestrogène. Le xénoestrogène, c'est un perturbateur endocrinien qui peut vraiment causer énormément de tort dans la santé. Ça, c'est une chose, mais il y a plein d'autres choses. Il y a beaucoup d'additifs, il y a beaucoup d'additifs dans les fruits ou dans les légumes ou dans peu importe ce qui est dans les cannes de conserve. Puis on dit même, il y a plusieurs études qui ont été faites qui parlent particulièrement des tomates parce que l'acide ou le composé chimique naturel contenu dans les tomates va venir comme oxyder, rentre comme en espèce de bataille avec le BPA qui est contenu à l'intérieur de la canne de conserve, puis ça crée une toxine, en fait, qui est vraiment très, très, très mauvaise pour la santé. Fait qu'on fait attention à ça. Les cannes de conserve. Ensuite, les produits laitiers, OK, c'est pas, la nutrition intégrative, elle est pas contre ça. Faut juste faire attention à ce qui est pasteurisé. Faut faire attention à ce qui est trop sucré parce que c'est le lactose. C'est un type de sucre, OSE, même si c'est lactose, il reste que c'est ça. C'est un type de sucre. Mais c'est aussi parce que ça rentre dans la catégorie des allergènes principaux. Les allergènes principaux, un allergène, ça veut tout simplement dire qu'il y a une molécule ou un composé chimique naturel à l'intérieur qui va qui est pas bien assimilé par la masse. Il y a plein de monde qui quand même, qui digère ou qui assimile très bien les produits laitiers, mais il y en a une grande gang aussi qui ne les assimile pas bien. Ça veut pas dire qu'ils ont des réactions allergiques flagrantes, genre migraine, insomnie, ballonnement, vomissement, c'est comme une allergie au lactose, mettons une grosse intolérance au lactose. Normalement, ça se passe au niveau de les gens vont avoir mal au ventre puis ou même ils vont vomir. On n'est pas obligé d'avoir des symptômes aussi flagrants que ça pour que les produits laitiers nous rendent pas service. Fait que là, au bar de la mer sur l'île du Prince-Édouard, je te salue ma belle. Ah, Dominique, c'est bien le fun, l'île du Prince-Édouard, chanceuse, génial. Prends une grosse bouffée d'oxygène marin pour moi. D'air marin. Je te souhaite un super beau moment. Prince Edward Island. Fait que les produits laitiers, ben c'est ça. C'est que ça rentre, je dis pas que c'est mauvais, mais ça compte quand même dans la catégorie des allergènes. Fait qu'il faut faire attention à ça. Le gluten, c'est exactement la même chose. En fait, c'est le gliadine, OK? Glidin, qui est le composé qui est contenu dans le gluten, qui est un allergène, qui est un composé qui est difficilement assimilable ou digeste, qui est non digeste pour le commun des mortels, pas pour le commun des mortels, pour une grande catégorie de gens. Fait que ça aussi, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas dire que ça va te tuer, non, ou que ça va te créer une maladie, non. Mais il faut savoir, il faut s'informer, puis il faut aussi écouter notre corps quand on en mange, puis voir si ça nous rend service ou pas. Ça se peut que ça soit à l'origine d'un problème que tu traînes depuis des années, puis tu regardes partout sauf là. T'as jamais considéré ça, tu dis ben non, mais tu sais, moi, je suis pas cœliaque, là. Les cœliaques, c'est le ventre, il gonfle, tu te mets à avoir des sueurs, tu t'évanouis à la limite, t'as mal, t'as des migraines, non, mais c'est pas obligé d'être ça pour que ça soit mauvais pour toi. Fait que tu sais, juste comme, c'est ça, s'informer, être au courant, puis faire ce qu'il faut si tu réalises que finalement, effectivement, le gluten, ça te rend pas service. Ensuite, poison, huile raffinée, huile hydrogénée. Mon médecin n'aime pas ça quand je dis le mot poison. Je sais qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Le sucre, je dis poison. Puis ben non, c'est pas poison. Dans mon livre à moi, ça l'est. Puis ça l'est pas pour tout le monde, certes, mais bon. Mais assurément, les huiles végétales hydrogénées, oui, ou raffinées, je vais faire attention de ne pas utiliser le mot poison, mais c'est vraiment pas votre ami. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas votre ami. L'huile de canola, raffinée, hydrogénée, non. Toutes les huiles de tournesol, les huiles de pinot, pas les huiles d'olive, les huiles végétales raffinées, hydrogénées, c'est un gros non. Ensuite, dans l'esprit dans la grande famille des produits transformés, les poudres de protéines, tu sais, là, on pense que c'est santé. Ben oui, tout le monde en parle dans le monde de la santé. Faut-tu faire un shake puis mettre des poudres de protéines dedans? Non.
faire attention parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se ramasser dans les poudres de protéines, surtout les poudres de protéines génériques là, qu'on achète à rabais chez un vendeur en gros ou peu importe. Là. En tout cas, lisons les étiquettes, ça revient à ce que je disais tantôt. Apprenons à lire les étiquettes puis à savoir exactement ce qu'il y a dans les produits qu'on choisit et qu'on met dans notre corps. Les vitamines synthétiques, même chose. Puis ça, c'est une chose. Je vais y revenir, je vais faire un live, je pense, juste là-dessus sur les suppléments parce que, encore une fois, c'est comme si on est paresseux, on va pas plus loin que, mais il est écrit vitamine. C'est sûr, c'est bon. Il est écrit supplément. Mais c'est sûr, c'est bon. Tous les suppléments et les vitamines ne sont pas égaux. On va partir de ça. C'est pas parce qu'il est écrit vitamine supplément dessus, c'est pas parce qu'il est écrit vitamine C, c'est pas parce qu'il est écrit vitamine B, c'est pas parce qu'il est écrit magnésium que c'est bon pour ta santé. Il faut savoir reconnaître un supplément de bonne qualité et un supplément de vitamines ou de minéraux de bonne qualité et un supplément de vitamines générique qui a une tonne d'additifs dedans qui peuvent être potentiellement inflammatoires pour ton système digestif, tes intestins. Fait que là, tu penses régler un problème, mais t'en crées un autre. Non seulement ça, non seulement t'en crées un autre, mais la dose de vitamines ou de minéraux que tu penses offrir à ton organisme est quasi inexistante ou complètement inutile parce qu'elle n'est pas jumelée avec la bonne affaire. Là, je le sais, je vous donne mal à la tête. Là, je donne trop d'informations, je suis très consciente de ça. Mais tu sais, je veux semer des graines là, dans votre tête pour que vous sachiez, que vous commenciez à réfléchir à l'importance de bien se nourrir. Puis de lire les étiquettes et, tu sais, bon, tout ça. Ensuite, je disais vitamines synthétiques, les additifs, j'en ai parlé, lire les étiquettes, les colorants artificiels, ça, c'est vraiment du poison. Tu sais, normalement, c'est des codes, je pense, dans les étiquettes, là, c'est des numéros A236, là, tu sais, des affaires de même. Quand on voit des numéros, là, dans la liste d'ingrédients, là, c'est pas bon signe. Fait qu'on fait attention à ça. Normalement, c'est des colorants. Puis les colorants, ont été au centre d'études dans le milieu de la santé intégrative, de la médecine fonctionnelle, encore une fois, parce que je le répète, malheureusement, la science n'investit pas assez d'argent dans la prévention. Alors donc, on n'a pas beaucoup de données pour prouver la chose, mais il y a quand même beaucoup de monde, de chercheurs qui prennent le temps de faire des études puis d'explorer le potentiel lien avec certains aliments ingrédients avec des maladies. Fait que donc, voilà. Puis là, ben, je termine avec le contenu de l'assiette parfaite selon la santé intégrative. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas si loin du guide alimentaire 2022. C'est sûr que nous, on parle pas de produits laitiers. Je pense, si je me trompe pas, je pense que le guide alimentaire lui laisse encore une place. Ceci étant dit, on n'est plus dans le guide alimentaire, je sais plus c'est en quelle année, où il y avait un verre de lait à côté de l'assiette. Là, on n'est plus là. Déjà, on a remplacé le lait par l'eau, ce qui est vraiment super, parce que ça devrait être de l'eau. On devrait boire 2 litres d'eau par jour. Alors donc, l'assiette parfaite, c'est la moitié de légumes, OK? Puis 2 fruits par jour. Fait que oui, on le rentre là-dedans. Mais l'affaire avec le guide alimentaire canadien, c'est que oui, c'est la moitié de l'assiette qui est fruits et légumes. Ils disent pas que les légumes sont beaucoup plus importants que les fruits. OK? Je vous donne un exemple. En fait, la raison principale, c'est que numéro 1, les légumes sont beaucoup plus puissants en termes de phytonutriments. OK? Ils ont une tonne de fibres, de phytonutriments, de minéraux et de vitamines, ce que les fruits ont aussi, mais les fruits n'en ont pas autant, numéro 1. Puis numéro 2, ils ont du sucre. Ils ont du fructose à l'intérieur. Puis le fructose en grande quantité, ben c'est ça. C'est pas une bonne idée pour notre organisme. Fait que donc, le guide alimentaire canadien ne montre pas la distinction entre les deux. Il fait juste dire fruits et légumes, tout simplement. Fait que l'exemple, c'est... j'ai un client qui part de très, très loin, OK, en ce moment, part de très, très loin, ça veut dire qu'il vient juste de commencer dans sa vie à considérer ce qu'il met dans son corps, vraiment, littéralement, à l'aube de la cinquantaine. Fait que là, ben, vaut mieux tard que jamais. Je suis très, très, très fière de lui. Mais bref, il commence, puis, ben, l'autre jour, tellement adorable, j'ai dit, on parlait de jus, on avait parlé de jus de fruits, à quel point ça allait être de jus de fruits, de jus. Je pense que j'ai des jus pressés à froid. Non, j'ai pas dit jus de fruits, ça m'étonnerait beaucoup. Tu vois, je suis comme en train de me chicaner moi-même en ce moment. Mais non, il m'est arrivé en me disant... En fait, il m'a envoyé une photo. Il m'a dit, « Regarde, j'ai fait mon premier jus. » Puis là, il m'a nommé tous les ingrédients. Il n'y avait pas de légumes. C'était pomme, poire, ananas. En tout cas, c'était juste des fruits.
Puis c'est correct parce qu'on est quand même loin du Coca-Cola, là, puis de plein d'autres affaires que peut-être ils buvaient avant, peu importe. Mais il reste que il y a trop de sucre. Il y a trop de sucre, il n'y a pas assez de légumes, il n'y a pas assez de phytonutriments dedans. Alors, donc, moitié, je reviens à mon assiette. La moitié de l'assiette, c'est des légumes. Là-dedans, on met 2 fruits par jour. Ensuite, le 1/4, c'est des protéines animales ou végétales. Protéines végétales, il y en a plusieurs. Bon, là, je vous ai déjà parlé de ça, je pense, là, les acides aminés, c'est les protéines. On a besoin, il y a 22 acides aminés, il y en a 9 qui sont synthétisés par notre corps naturellement, donc il nous en manque 12. Non, excusez, c'est le compte. Non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et l'affaire, c'est que tous les acides aminés dont notre corps a besoin sont trouvés très facilement dans les protéines animales. Et il y a seulement le quinoa dans la famille des protéines végétales qui contient tous les acides aminés. Sinon, il faut manger une plus grande variété, en fait, de protéines végétales pour réussir à obtenir tous les acides aminés dont notre organisme a besoin. Fait que dans la catégorie des protéines végétales, parce que je sais que vous connaissez déjà les protéines animales, protéines végétales, comme je disais, il y a le quinoa, mais sinon, les légumineuses, des noix, tofu, évidemment, mais des légumes aussi, des grains entiers. En tout cas, ça ressemble à ça, OK? C'est très possible d'aller chercher tous nos besoins de protéines juste dans les végétaux. Fait qu'il va falloir commencer à déconstruire notre croyance qui est celle que on peut pas avoir, on va manquer de protéines si on mange pas de produits animaux. C'est faux. Ceci étant dit, oui, il y a plus de protéines dans les produits animaux. Ça, c'est la réalité quand même. Donc, 50% légumes, 25% protéines, puis l'autre 25%, c'est un mélange de grains entiers, de glucides complexes et de bons gras, de bons lipides. C'est quoi des bons gras? C'est des noix, c'est des bonnes huiles, fait que genre huile d'olive, huile d'avocat, huile de noix de coco, avocat, c'est ça, noix, blablabla. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Glucides complexes. Glucides complexes, OK. Fait que dans la catégorie des carbohydrates, des carbs, on a les simples et les complexes. Les sucres simples et les sucres complexes. Les sucres simples ou les carbohydrates simples, glucose simple, il y a plein de termes ici, c'est ce qui est transformé. Fait qu'on a, c'est ce qui est transformé, puis c'est ce qui est blanc, comme je disais tantôt. Fait que le sucre blanc, le sucre raffiné, les bonbons, mais la friture, les chips, le riz blanc, les pâtes blanches. Là, il y a 2 écoles de pensée, mais la santé intégrative, mais vraiment la farine de blé, donc, ouais, c'est ça, la farine de blé, donc les pâtes, le pain, etc., dans la catégorie des glucides simples. Les glucides complexes, c'est des grains entiers, c'est les légumes racines, comme les patates douces, mettons. Fait que ça, on en a besoin. Il y a du sucre, il y a une dose de sucre, il y a une dose de carbohydrates à l'intérieur, mais on en a besoin. C'est des bons hydrates de carbone. Notre organisme en a besoin. Fait que donc voilà, puis à côté de ça, on boit de l'eau. On boit 2 litres d'eau par jour. Là, je suis comme, tu sais, je vais arrêter ça parce que sinon, je peux en parler pendant vraiment 100 ans. Mais en gros, c'est ça. L'idée, c'est vraiment juste de vous rappeler que l'alimentation est à l'origine de notre santé. Mais vraiment, tu sais, arrêtons de se déresponsabiliser en pensant que, de toute façon, c'est la génétique. Fait que moi, je vais vivre ma vie comme je l'entends parce que même si j'arrête de manger X, Y, Z puis que je me mets à manger plus de verre, je vais quand même avoir la maladie que mon grand-père avait. Faux. C'est pas vrai. Puis là, ce qui prouve mon point ici, c'est l'épigénétique. J'en ai déjà parlé. J'ai fait un live sur le sujet de l'épigénétique. Si jamais vous savez pas c'est quoi, retournez en arrière dans ma banque de vidéos. Puis vous allez voir, c'est dans les débuts, il est écrit, le titre de la vidéo, c'est épigénétique. Ça explique tout ça. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je pense que ça fait déjà très longtemps que je parle. Alors je vous quitte. Merci d'avoir été là. À demain. Bye.